Est-ce que mon corps m'appartient? Je veux dire, est-ce qu'il m'appartient vraiment? On est toujours surpris par le nombre de personnes qui répondent comme si c'était une évidence, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Jusqu'à un certain point, oui, on est dans une société de plus en plus tolérante et permissive, mais il reste quand même de vrais interdits. Le corps n'est pas vraiment une propriété comme les autres, c'est d'ailleurs pas du tout une propriété, il a un statut unique en droit français, ni personne, ni chose. Quand je parle d'interdit, on a énormément parlé en 2024 du droit à l'avortement, pensez qu'il a fallu attendre 1975, oui 1975, pour autoriser l'IVG, ce qui fait quand même un demi-siècle après le premier pays, la Russie, de Vladimir Ilyich Ulyanov-Lénine. Dans cette vidéo, nous partirons de tout ce qu'il faut savoir sur cette liberté d'avorter si chèrement acquise, son histoire, sa géographie, une question que vous seriez bien avisé de travailler sérieusement si vous préparez le concours des IEP au vu de l'actualité. Droit à l'avortement, est-ce que mon corps m'appartient vraiment? Vous êtes sur Géopol, la chaîne d'histoire, de géopolitique et de sciences politiques qui vous fait voir le monde avec les yeux d'un professeur d'histoire. L'IVG est clairement devenu le symbole du droit des femmes à disposer de leur corps. Il faut d'abord savoir que l'avortement a toujours existé, et le droit d'avorter ne vise pas tant à faire en sorte que la pratique est courte, qu'à faire en sorte qu'elle se passe dans de bonnes conditions, c'est-à-dire sans danger pour les femmes. Commençons notre enquête par l'année 1971 et le manifeste des 343, qui commence par ces mots célèbres. 1 million de femmes se font avorter chaque année en France. Elles le font dans des conditions dangereuses, en raison de la clandestinité à laquelle elles sont condamnées. Alors que cette opération, pratiquée sous contrôle médical, est des plus simples. On fait le silence sur ces millions de femmes. Je déclare que je suis l'une d'elles, je déclare avoir avorté. Ces mots sont prononcés par Simone de Beauvoir, écrivaine et figure quasi mythique du féminisme, à qui l'on doit la fameuse formule « On ne naît pas femme, on le devient ». Le texte est signé par 343 femmes qui reconnaissent avoir eu recours à l'avortement clandestin. On compte parmi elles l'actrice Catherine Deneuve ou l'avocate Gisèle Halimi. Il faut y voir l'œuvre du MLF, le mouvement de libération des femmes. À cette époque, l'avortement est qualifié de crime, jugé par les cours d'assises, qui fait encourir une peine de prison et le personnel médical encourt les travaux forcés. Pour mesurer le courage de ces 343 femmes, il faut absolument évoquer, connaître, rappeler et encore rappeler la honte du procès de Bobigny en 1972. Marie-Claire Chevalier se retrouve enceinte à 16 ans après le viol d'un garçon de son lycée. Le gynécologue accepte de la faire avorter, mais contre une somme qui correspondrait aujourd'hui à environ 4 500 €. Oui, 4 500 €. Elle décide donc de faire appel avec sa mère à une faiseuse d'ange, comme on les appelle, qui pratique l'avortement chez elle à l'aide de moyens rudimentaires. Marie-Claire fait une hémorragie, elle est hospitalisée. Quelques semaines plus tard, le violeur est arrêté pour vol de voiture. Il dit au policier qu'il a une information à livrer si on le relâche. Une élève de son lycée s'est fait avorter. Marie-Claire, sa mère, la femme ayant pratiqué l'avortement et 2 autres qui les ont mis en relation sont jugés à la cour d'assises de Bobigny comme de vulgaires assassins. Heureusement, Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi prennent leur défense et en font un procès politique. « Monsieur le juge, je ne suis pas coupable, c'est votre loi qui est coupable », dit la mère de Marie-Claire. On la menace d'outrage à magistrat, mais toute la France suit le procès et elles sont finalement condamnées uniquement à des peines symboliques. Alors ce procès de Bobigny marque clairement un tournant, une prise de conscience. Il y avait environ plus de 500 condamnations par an pour avortement avant 72 et il n'y en aura presque plus. En 1973, des médecins osent même avouer publiquement qu'ils sont prêts à pratiquer l'avortement si besoin. C'est le manifeste des 331. C'est dans ce contexte qu'ont lieu les discussions de la loi Veil en 1974. Le discours de Simone Veil s'ouvre sur ces phrases restées célèbres. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes, c'est toujours un drame, et cela restera toujours un drame. Un drame qui fait à l'époque environ 5000 victimes par an, essentiellement de septicémie, c'est-à-dire d'infections mortelles dues à l'utilisation d'instruments non stériles. Le vote à l'Assemblée est houleux, car Simone Veil plaide contre son camp, la droite, qui est majoritairement contre. Mais elle peut compter sur le soutien de la gauche et du centre. On la traite de génocidaire, elle, la survivante d'Auschwitz. La loi est finalement adoptée par 289 voix contre 184. Aujourd'hui, cette loi ne fait plus vraiment débat en France, à l'exception de l'extrême droite qui parle encore de temps à autre de loi génocide ou encore du sombre anniversaire de la loi Veil. Notons tout de même que Marine Le Pen elle-même vient de désavouer le fait de remettre en cause cette liberté.
Il n'y a donc plus que des associations religieuses qui se qualifient elles-mêmes de pro-vie pour vouloir dicter aux femmes leur conduite. Cette loi Veil a deux effets principaux. 1. Elle ne crée en aucun cas une liberté d'avorter, nous y reviendrons, elle se contente de dépénaliser l'avortement. 2. Elle lui donne un cadre médical qui n'existait pas de fait auparavant, avec le nom d'interruption volontaire de grossesse, IVG. Ce droit est ouvert aux femmes en situation de détresse, précise la loi. Il faut réunir deux conditions. D'abord, l'intervention doit avoir lieu avant la fin de la 12e semaine de grossesse, ça a été ramené à 14 récemment, 2024, et par un médecin dans un établissement hospitalier, c'est la deuxième raison. Mais les médecins ont une clause de conscience qui leur permet de refuser d'assister une patiente. Une clause qui scandalise autant les féministes que les défenseurs de la laïcité. Si la possibilité de mettre un terme à sa grossesse a été difficilement acceptée et reste controversée, c'est parce que deux principes s'opposent. Le droit à la femme de disposer de son corps et le droit à la vie d'être humain conçu mais non encore né d'exister. L'argument des seconds, c'est que le ventre de la femme serait en fait le lieu, une sorte de sanctuaire, pour un processus biologique sur lequel elle n'aurait aucun droit au nom du respect de la vie. L'argument des premiers, c'est que l'embryon n'est pas encore un individu, contrairement à la femme, qui aura, elle, à supporter, et souvent seule, toutes les conséquences d'une grossesse non désirée, pour des raisons qui lui appartiennent et que nous n'avons pas à juger. C'est un débat sans solution, en fait, qu'on ne peut trancher qu'en regardant les faits de façon très pragmatique. La légalisation de l'IVG n'a pas augmenté le recours à l'IVG après 75. Nous sommes aux alentours de 200 000 avortements par an aujourd'hui, ce qui est sans doute inférieur à 1975, même si tout le monde convient que le chiffre d'1 million avancé par le MLF était surévalué. Et contre toute attente, les pays du monde qui ont le taux d'avortement le plus faible sont tous des pays qui ont légalisé l'avortement, essentiellement en Europe de l'Ouest. Dit autrement, l'interdiction ne dissuade pas. Elle a seulement pour effet d'imposer des conditions misérables et indignes aux femmes voulant avorter, et particulièrement aux plus pauvres. Le taux d'avortement dans une population dépend en fait moins de la loi que de l'accès aux moyens de contraception. Et quand je dis accès, c'est la disponibilité, l'acceptation et l'éducation. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. Il faut tout de même dire que le taux d'avortement aujourd'hui repart à la hausse en raison de la prise de conscience très récente des risques liés à la pilule contraceptive. Mais savez-vous que la pilule pour homme a été développée mais jamais commercialisée pour des questions qui ont trait au regard social et à la virilité, bref, à l'image qu'on se fait de l'homme et de la femme. C'est donc entièrement sur la femme que repose la charge de la contraception et de la maternité. Alors il est absolument faux de dire que la plupart des pays du monde aujourd'hui autorisent l'IVG. Sur les 195 États que compte la planète, beaucoup pénalisent encore, à l'heure où nous parlons, l'interruption volontaire de grossesse. Alors l'exemple incontournable dans vos copies, c'est celui du Salvador, qui qualifie l'IVG d'homicide aggravé et qui expose à 50 ans de prison les femmes qui ont recours. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas si différent de la situation qu'on connaissait en France, en tout cas sur le plan théorique, avant 75. Une centaine de pays autorisent l'IVG sous condition, risque pour la mère, malformation du fœtus, viol ou inceste. On y retrouve l'essentiel des pays d'Amérique latine, du Moyen-Orient ou d'Afrique, mais attention, autorisation sous condition signifie en fait que l'IVG est punissable lorsque les conditions ne sont pas remplies, donc il n'est pas autorisé. Enfin, sans surprise, les démocraties, mais aussi les pays de l'ex-bloc communiste, la Russie, la Chine, Cuba, autorisent l'IVG, ainsi que la plupart des pays d'Asie de l'Est. On retrouve globalement la géographie du niveau de développement. Une géographie qui est toutefois troublée par deux forces, le communisme d'une part, qui a eu partout un effet d'émancipation, et l'intégrisme religieux d'autre part, qui a partout un effet d'entrave au droit des femmes à disposer de leur corps. Lorsqu'on fait le décompte, il y a 87 pays qui autorisent sans restriction l'IVG. Notons, nous l'avons dit, que Lénine est le premier chef d'État à légaliser l'avortement en 1920, mais une décision qui sera annulée par Staline en 1936 au nom du peuplement de l'URSS. Himmler, dans l'Allemagne nazie, pénalise lui aussi l'avortement pour la même raison. En 1942, le régime de Vichy fera même de l'avortement un crime contre la sûreté de l'État. Marie-Louise Giraud sera guillotinée par le régime du maréchal Pétain en 1943 pour avoir pratiqué l'IVG, ce qui est le sujet du roman adapté en film Une affaire de femme. Remarque sans surprise que les dictatures sont moins enclines que les démocraties à autoriser ce qui, encore une fois, se pratique partout et depuis la nuit des temps, et qu'aucune brimade ni peine de prison n'a jamais empêché.
Après 1945, une poignée d'États ouvre la voie à l'autorisation de l'IVG. Ce sont des démocraties modèles comme la Suède, la Norvège, le Danemark, ou des régimes communistes comme la Bulgarie. L'URSS réautorise d'ailleurs immédiatement après la mort de Staline l'IVG, puis la Chine et Cuba. Alors le cas dont tout le monde parle, c'est bien sûr celui des USA, qui est particulier et qui mérite beaucoup d'attention. En raison de la structure fédérale du pays, la situation est très complexe. Un groupe de 6 États progressistes, menés par l'État de New York et la Californie, ont rejoint dès 70 le tout petit cercle des États du monde qui ont légalisé l'IVG. On peut donc dire que dans ce domaine, les USA ont joué un rôle pionnier dans la conquête du droit à l'avortement. En 1973, le fameux arrêt Roe versus Wade, rendu par la Cour suprême, légalise l'avortement dans les 50 États sans condition. Jane Roe est le pseudonyme de Norma McCorvey, femme enceinte empêchée d'avorter par la loi du Texas à cette époque. Et Henry Wade était le procureur du comté de Dallas où vivait Jane Roe. Celle-ci porte l'affaire devant la Cour suprême. 7 juges sur 9 estiment que le droit à la vie privée, garanti par le 14e amendement de la Constitution américaine, doit protéger la femme des pressions concernant la famille, le mariage et la procréation. Mais vous le savez, en 2022, la Cour suprême à majorité républicaine a annulé l'arrêt Roe vs Wade, laissant chaque État libre de déterminer sa réglementation de l'IVG. Immédiatement, 25 États menés par le Texas ont mené une offensive directe, concrète contre l'IVG. A l'inverse, une dizaine d'États, parmi lesquels encore une fois la Californie et l'État de New York, ont pris au contraire des mesures pour améliorer l'accès et le remboursement de ce droit à l'avortement. Ils sont certes minoritaires sur le plan numérique, mais ils continuent d'incarner la pointe du combat pour le progrès social et les droits humains. Alors pourquoi la situation des USA nous intéresse tant? C'est parce que le droit à l'IVG relève en bonne partie de l'aide publique au développement, des valeurs démocratiques et des politiques de santé publique. Autant de sujets dans lesquels incontestablement Washington exerce un leadership mondial. Une question polémique pour conclure, l'avortement est-il une liberté ou un droit? La fameuse révision de la Constitution le 8 mars 2024, Journée internationale du droit des femmes, stipule, je cite, « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG, interruption volontaire de grossesse ». Sachez que l'Assemblée avait préféré parler de droit à l'IVG. Le changement de terme a fait l'objet d'attaques virulentes. Certains juristes estiment qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre liberté d'avoir recours à l'IVG et droit à l'IVG. Très bien, mais dans ce cas, pourquoi le Sénat a changé la formulation de la loi si ça signifie la même chose? Eh bien pour le symbole. Et oui, en politique, le symbole, finalement, c'est ce qui compte, c'est ce qu'on retient dans le débat public. Et le Sénat, traditionnellement plus conservateur, n'a donné de fait aux militants de l'IVG qu'une demi-victoire. Alors on peut y voir une réticence à accorder un droit dont, c'est vrai, les effets induits pourraient se révéler supérieurs à la volonté politique, qui devrait mettre en place toute une intendance, tous les moyens pour que chaque femme qui en ait besoin puisse avoir concrètement, et dans les meilleures conditions, la possibilité d'avorter. Mais on peut aussi y voir un raisonnement politique d'une assemblée qui penche clairement plus à droite, dans une frange de l'opinion globalement moins favorable à l'IVG, ou en tout cas plus favorable à son encadrement. Mais soyons clairs, alors que le droit à l'IVG est menacé dans certaines régions du monde, il se voit aujourd'hui renforcé en France, et c'est une vraie victoire pour les progressistes. Alors pour finir, est-ce que le corps des femmes leur appartient vraiment? Pas si sûr, tant les États tardent à prendre en considération cette réalité. Depuis toujours, Homo sapiens a régulé les naissances par l'avortement, et cette charge a toujours incombé aux femmes, et bien souvent les femmes seules. Le droit à l'IVG reste le privilège d'une minorité à l'échelle du monde, mais aussi à l'échelle de l'histoire, c'est très récent. Seule une infime proportion des femmes qui ont peuplé la Terre ont en fait bénéficié de la liberté de disposer de leur corps dans cette situation. La réponse est peut-être à chercher chez Simone de Beauvoir, qui écrivait en 1973 « Une raison, une seule, mais qui pèse lourd. La loi sur l'avortement est une pièce essentielle du système que la société a mis en place pour opprimer les femmes. » Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, je suis sûr qu'il y aura des réactions. Et je vous dis à lundi prochain pour une dernière vidéo, avant les écrits de Sciences Po. Courage, courage, vous savez que je suis avec vous.